Sud Radio, mettez-vous d'accord, Laurence Perrault. La page internet sudradio.fr, bien sûr. Mettez-vous d'accord avec notre débat, nos débats du jour et surtout nos débatteurs qui sont avec nous en studio. Jean-Claude Bonjour. Bonjour. Beaujour. Oui, on peut le dire comme ça. Oui. Quand j'étais petit, on me faisait souvent la blague. Sauf que là, je l'ai pas fait exprès. Bonne année à vous. Je vois que, merci beaucoup, mon année 2024 va continuer avec mon problème avec les noms et les prénoms. Vous êtes avocat, président du Forum Transatlantique. Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour Laurence. Bonne année. Merci, bonne année à vous, bonne année à toutes. Président de Tenkan Paris, c'est une agence de communication, entre autres, et cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de La com est un métier. J'aime beaucoup le mot cogiteur. La communication, c'est beaucoup cogiter avant de produire. Cogiteur et cogiteuse. Hein. François Coq, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Vous êtes enseignant, essayiste, analyste politique et ex-porte-parole de la campagne d'Arnaud Montebourg. J'aime bien remettre toutes les choses en place parce que moi, d'abord, pour être très honnête avec tout le monde, c'est pas la première fois que je vous entends puisque j'écoute Sud Radio, mais c'est la première fois que je vous rencontre. Donc je commence vraiment bien l'année. Et puis je me mets toujours à la place de ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio. Mais qui sont ces gens? Comme ça, on sait tout. Avez-vous passé un beau réveillon? Pas mal, oui, pas mal. Ah, c'était bien? Heureux, chaleureux. Ah, très bien. En famille. Oui, un réveillon comme il se doit. Festif ou plus calme? Festif, oui, c'est bien. Toujours un petit peu quand même. Ouais, il faut bien marquer la transition. Festif, mais on a pu regarder à la télévision les Champs-Élysées et puis ce très beau spectacle. J'ai trouvé que c'était super. C'était à minuit, quoi. En fait, il y avait 1 million de personnes sur les Champs. Oui, c'était bien, superbe. Hein. Alors évidemment, on va parler de 3 sujets qui nous dérangent un petit peu en ce 1er janvier, alors qui nous dérangent ou pas. On va revenir sur le discours du président Macron. On aura aussi l'occasion de parler de France Travail avec la réforme du RSA. Et puis le monde de l'automobile qui est à un tournant. On a eu les chiffres en plus ce matin des ventes de l'automobile pour 2023. Mais avant cela, place à vos coups de cœur et à vos coups de gueule. Frédéric Fougera, votre coup de cœur? Alors déjà, une résolution, je vais essayer de ne faire que des coups de cœur cette année. Alors j'en fais beaucoup, mais je vais essayer de ne faire que ça. Je pense qu'il y a suffisamment de gens pour faire des coups de gueule. Il y a souvent de bonnes raisons d'en faire, mais je vais essayer de me concentrer sur du positif. Et je voudrais faire un coup de cœur en forme de vœu aux esprits positifs pour 2024. Alors les esprits positifs, ce sont ceux qui feront 2024, c'est nous, c'est vous qui nous écoutez. Donc mon coup de cœur va donc à celles et ceux qui ont du cœur, qui préfèrent la douceur à la fureur, qui ont envie de construire plutôt que de détruire. Mon coup de cœur, il va à celles et ceux qui s'engagent pour des causes qui les dépassent, qui préfèrent faire du bien plutôt que de répandre le malheur, qui préfèrent le collectif à l'égoïsme, qui préfèrent rassembler plutôt que discriminer, qui préfèrent inventer, créer plutôt que critiquer, qui préféreront l'esprit olympique à l'esprit polémique. Voilà, en toute sincérité, mon coup de cœur va à vous toutes et tous et je vous souhaite une très belle, bonne et heureuse année. Vous me l'envoyez, ça ? Avec plaisir. Parce que moi, je veux me le lire tous les matins. J'adore. Mais oui, mais en entendant Frédéric, certains pourraient se dire, oh, c'est un philosophe, un utopique, avec un peu de condescendance. Et voyez, c'est le paradoxe de notre société. D'un côté, on décrit un certain nombre, on dénonce un certain nombre d'événements, la violence, la guerre, comment est-ce possible, etc. Et de l'autre côté, lorsqu'il y a des gens qui disent, et comme Frédéric vient de le dire, faisons place à la nuance. Et je pense notamment à l'ouvrage de Pierre Birnbaum, L'art de la nuance. Essayons de réfléchir, essayons d'avancer en mettant l'essentiel au centre de notre réflexion. Eh bien, très souvent, on peut trouver ça un peu utopique. Oui, j'ai envie de dire que le travail à faire, la fameuse déconstruction dont parlent certains, serait peut-être d'essayer de réfléchir comme cela. Regarder ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous divise, ne pas systématiquement considérer l'autre comme un ennemi, regarder le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Et c'est pas simplement une utopie, c'est aussi peut-être comme cela que dans notre vie au quotidien et peut-être au-delà, eh bien, on évite les drames, on évite les fâcheries, on évite tout ce qui fait que l'homme est un ennemi pour l'homme. Jean-Claude Beaujour qui vient de réagir. Est-ce que vous voulez réagir tout de suite, François Coq ? Oui, parce que moi j'apporterai quand même une nuance. J'adhère bien sûr à ce propos, mais dès lors que on se réduit à l'échelle de ce que j'appelle depuis la crise du Covid les bulles de solidarité repliées. C'est-à-dire on se replie sur un environnement beaucoup plus proche de nous, des gens qui nous sont chers, dans lequel on peut exercer cette pensée positive, tous ces espaces de solidarité. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas avoir la naïveté de croire que par
par nos interventions individuelles, quelles qu'elles soient, on peut aujourd'hui faire face à des effets de système, non pas qui nous dépassent, mais qui s'imposent à nous, et c'est pas en changeant uniquement nos comportements individuels, à quelque niveau que ce soit, qu'on arrivera à changer cette superstructure si on ne s'attaque pas directement à celle-ci. Je suis pas tout à fait d'accord, si je peux me permettre, je rentre dans le débat moi aussi, c'est que... J'avais pas imaginé que mon coup de cœur ferait débat. Il est central. Il est central. Je suis assez d'accord avec monsieur l'avocat, il est central, monsieur Maître Beaujour, c'est que c'est à partir de l'individu qu'on peut créer le groupe. Et donc si nous, les individus, on commence à travailler comme ça, ok, ça peut paraître un petit peu utopique, mais si on commence vraiment à s'y mettre, on peut rejoindre le coup de cœur. Moi, je partage pas. Je comprends ce que dit Michel, mais je ne partage pas son point de vue. Pourquoi ? On ne dit pas que c'est la seule façon. Non. On dit qu'à un moment donné, moi, par exemple, je n'ai pas la possibilité en tant qu'individu d'empêcher la guerre à tel ou tel endroit, ou d'empêcher, etc., etc. En revanche, dans mon écosystème, dans mon quotidien, et puisque vous avez été le porte-parole d'un responsable politique, vous savez bien que le dialogue social en entreprise, la souffrance en entreprise est un vrai sujet. Un sujet qui mine le salarié au quotidien, et voilà. Là, par exemple, si chacun peut dire, j'apporte ma contribution au quotidien, j'essaie de faire avancer, ça ne va pas empêcher une grande guerre, ça ne va pas empêcher, mais déjà, si le salarié, là où il souffre moins, ça sera déjà un petit quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule solution, on n'est pas naïf, je suis d'accord. En revanche, je suis en train de dire que chacun, dans son écosystème, peut essayer d'apporter sa contribution. Et précisément, moi je considère que très souvent, l'égoïsme consiste à dire, moi, comme je ne peux rien y faire, c'est le système qui est comme ça, je me glisse dans le système et j'exécute. C'est pas qu'une histoire d'égoïsme, hein. Il y a l'ego aussi. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle positif, je vous donne rendez-vous à partir de midi où j'aurai la chance de recevoir Maud Ankawa, qui est vraiment dans la positive attitude et comment être mieux. Je vous laisse réagir. Non, juste d'un mot, parce que je crois que tout ça peut nous amener effectivement très loin, en anticipant les sujets qu'on va discuter ensuite, notamment sur les questions politiques. Moi, je fais pas partie de ces gens qui pensent que les sociétés sont intrinsèquement polarisées ou radicalisées, et que les gens sont déjà aujourd'hui structurellement les uns contre les autres. Je pense que la sphère politique, par exemple, les sphères du débat public sont des sphères qui sont elles-mêmes beaucoup plus polarisées que ne le sont les sociétés. Et c'est parce que cette polarisation existe en haut, qu'elle se déverse sur les sociétés, que on en est à la situation dans laquelle on est. Et non pas les gens eux-mêmes qui seraient dans des situations de conflictualité à la base. Donc moi, je suis pour ces pensées extrêmement positives, pour ces démarches d'empathie et d'aller vers les autres. Mais je suis pas si sûr que ça, que le problème soit dans la société aujourd'hui elle-même. Il n'est pas tant dans la société que dans ceux qui aujourd'hui nous dirigent, et qui, pour des raisons politiques, politiciennes, ou de géopolitique, ou des raisons économiques, instrumentalisent une polarisation. C'est pour ça que je parlais de l'art de la nuance de Pierre Bimbaum. Après le très beau coup de cœur de Frédéric, qui a déjà permis de commencer un très moment... Lancer l'émission. Ouais, c'est très bien. Votre coup de cœur, Jean-Claude Alors moi, Beaujour, je revenais à quelque chose de beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est là, pour le coup, vraiment terre à terre. Moi, un coup de cœur aux 90 000 agents des forces de l'ordre qui, hier, n'ont pas fêté la Saint-Sylvestre, en tout cas pas comme nous, pour assurer la sécurité des Français. Alors, vous voyez, justement, on parlait de pensées positives et pensées négatives. On se plaint lorsque les choses ne se passent pas bien. Hier soir, globalement, à l'exception de quelques incidents, eh bien, 90 000 de nos concitoyens, qui sont des pères et des mères de famille, des frères, des sœurs, n'étaient pas en famille pour pouvoir assurer notre sécurité. Et ça aussi, il faut savoir le dire, le reconnaître et leur dire merci, tout simplement. Votre coup de cœur ou coup de gueule, François ? C'est un petit peu les deux à la fois. En réalité, ça part d'un coup de gueule, mais pour se terminer sur un coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai été marqué et touché. L'enseignant que je suis a forcément été touché quand il a appris que là, à la veille du jour de l'an, pendant à nouveau des vacances scolaires, un enseignant à nouveau était menacé de mort. C'était cette fois à Nanterre. Mais ce n'est jamais que un nouvel enseignant dans une série qui est de plus en plus longue, avec une répétition de plus en plus fréquente dans cette année si terrible qui a été marquée par l'assassinat islamiste à l'encontre de Dominique Bernard à Arras. Et j'ai quand même la sensation que il y a une forme, peut-être malgré nous tous, et je le dis, y compris moi en tant qu'enseignant, il y a une forme quasiment d'accoutumance qui est en train de se faire, et on peut pas se permettre de rentrer là-dedans. Le ministre Attal a un discours qui vient comme un point d'appui, mais on sait ce que sont les lourdeurs de l'éducation nationale avant que ce discours redescende. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'il sera jugé, parce qu'un discours, tout le monde peut en faire. Est-ce qu'il sera capable de faire bouger, là encore, la superstructure éducation nationale?
nationale. En attendant, les enseignants sont une fois encore en première ligne et ils ont besoin, je crois, de l'appui de tous parce qu'on ne peut pas changer l'ensemble de la société exclusivement par l'école. Je suis assez d'accord. Là, pour le coup, j'ai pas donné mon avis. Oui, moi mais je vous le partage quand même. Je discutais avec des enseignants peu avant le réveillon de la Saint-Sylvestre et plusieurs sur ces sujets-là et plusieurs me disaient il y a l'enseignant, mais il y a aussi par exemple les familles, il y a l'encadrement des familles par rapport aux enfants. Une enseignante me disait, c'est un point de détail, mais elle me disait voilà, dans mon école, il y a un enfant que les parents n'ont pas envoyé à l'école 15 jours avant les fêtes de fin d'année parce qu'il devait partir je ne sais où. Et donc elle me dit à partir de ce moment-là c'est un gamin qui va prendre du retard par rapport aux autres. Donc on a une école à deux systèmes et je parle pas simplement de l'école. Vous avez parlé de cette agression. C'est vrai qu'il y a ce rapport à l'école, ce rapport à l'autorité, ce rapport à l'institution et ça c'est véritablement toute la société qui doit être mobilisée. Frédéric Faujon, vous voulez réagir vite fait avant la pause? Juste un mot, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit Michel et effectivement le ministre de l'Éducation nationale sera jugé sur son discours et sur ses actes, mais c'est aussi la superstructure dans son ensemble qui sera jugée parce que s'il a toute une superstructure contre lui, il peut avoir toute la volonté du monde, toute la détermination. Si la superstructure ne veut pas bouger ou freine, elle sera aussi responsable de la situation. Il n'y a pas qu'une seule personne qui est responsable au ministère de l'Éducation. Quelques réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux déjà à interagir avec nous. Vous savez que vous pouvez noter vos questions, votre avis. Juste pour réagir sur votre coup de cœur, Jean-Claude Beaujour, pour les 90 000 agents de force de l'ordre qui étaient présents sur le terrain hier soir. Certains nous disent, oui, n'oublions pas aussi les soignants qui sont restés aussi très actifs. Bien sûr. Et tous ces métiers qui nous ont permis de passer un très beau réveillon. Absolument. C'est vrai que j'aurais pu citer, il y a les soignants, les pompiers, etc. Mais tous ceux et celles qui se mobilisent au quotidien. Pour notre santé, notre sécurité. Absolument. Et nos vins, et nos réveillons, et notre gastronomie, parce qu'il était question de cela aussi. Une première pause dans notre débat, et puis on vous retrouve Jean-Claude Beaujour, avocat, président de Forum Transatlantique, Frédéric Fougera, président du Tuncan Paris, et également François Coq, enseignant, un essayiste et analyste politique, pour commencer à parler de nos sujets. On commencera sur ce que vous avez pensé du discours de Monsieur le Président hier soir. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Laurence Perrault. Et mettez-vous d'accord avec nos invités ce midi, bah oui, 11h16, presque passé déjà l'heure de l'apéritif. On n'a pas débranché depuis hier soir, non, je rigole, avec modération, bien évidemment. Nos invités, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, Frédéric Fougera, qui est président du Tuncan Paris, c'est une agence de communication et cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de La com est un métier aux éditions Bréal Studirama, et François Coq, qui est enseignant, essayiste, analyste politique, ex-porte-parole de la campagne d'Arnaud Montebourg, et aujourd'hui, nos débatteurs sur Sud Radio. On va commencer, si vous le voulez bien, messieurs, par parler du président Macron, du discours présidentiel d'hier soir. Grande surprise, pas de grande surprise. Quelles sont vos réactions? Qui veut commencer? Moi, je peux commencer sur l'aspect communicant avant de rentrer sur le fond. Tout à fait. Parce que l'exercice des vœux, c'est plutôt un exercice difficile qui, je trouve, a du mal à se renouveler. Et c'est un exercice où on pense qu'il faut faire un bilan, ce qui n'intéresse pas grand monde puisque tout le monde a déjà jugé l'action. On pense qu'il faut projeter une vision, ce qui n'intéresse pas grand monde parce que tout le monde a déjà son opinion. Et du coup, c'est un exercice assez difficile et délicat. Alors, il y a un de vos confrères qui, sur les réseaux, a publié un cumul des entrées de discours de président de la République depuis 20, 30 ans, peut-être au-delà, où quasiment tous les discours commencent par « Nous avons eu une année très difficile, mais je suis confiant dans l'année qui va débuter ». Alors, pour une fois, on n'a pas eu cette entrée de discours. On a d'ailleurs eu, pour faire écho au coup de cœur de Jean-Claude, plutôt un message pour les aidants, les soignants, ceux qui assuraient la sécurité hier soir. Mais déjà, rien que sur la forme, avant de rentrer sur le fond. Alors, la forme, on peut aussi déjà parler de l'aspect un peu tristounet de la mise en scène dans un jardin triste en hiver. Bon, la mise en scène n'était pas terrible. Là, c'est le communicant qui parle. Oui. Alors, est-ce que c'est un choix d'image, de sobriété? Après, il faut connaître quelle était l'intention de communication réelle. Bon, c'était pas très prestigieux. Heureusement, on a eu des images de Paris et de la France plus prestigieuses ensuite, avec les festivités sur les Champs-Élysées. Mais voilà, l'exercice, c'est quand même un exercice qui est compliqué parce que quelque part tout le monde s'en fout en réalité au final, sauf les commentateurs et les politiques qui ont déjà préparé de toute façon leurs réponses et leurs critiques. Certaines années les publient même avant le discours des vœux. Donc c'est un exercice qui mériterait d'être renouvelé et il y a beaucoup à faire pour
pour être un exercice utile, ou alors se poser la question de faut-il adresser ses vœux sous cette forme, si c'est pour rester dans cette démultiplication de mêmes effets traditionnels, assez triste, pas très passionnant. Sur la forme, François Coq, sur la forme pour l'instant. Ouais, mais sur la forme déjà, Monsieur Macron avait quand même vidé ses vœux de leur substance à partir du moment où il avait décidé d'enjamber la séquence de la fin de l'année, en annonçant au lendemain du projet de loi immigration un grand rendez-vous avec la nation dont on ne sait pas très bien ce que c'est. On y reviendra, j'imagine, dans quelques instants en janvier. Donc à partir de là, on savait que il se passerait pas grand-chose pour ces vœux. Et de fait, ça donne effectivement cette impression un peu triste, où on attend que la France soit au rendez-vous pour 2024. D'ailleurs, c'est ce que promet le président. Et en même temps, le décorum, ce sont tous les drapeaux des pays pour les Jeux Olympiques. Alors, Monsieur Macron a prévu une année 2024 remplie de grands événements. Hein. Les commémorations des 80 ans du débarquement et de la libération. Il les a pas prévu, il s'impose à nous. Oui, il s'impose à nous, mais ils vont rythmer son année et son calendrier politique. Et lui fait le choix dès à présent de tout miser sur les Jeux Olympiques, qui ne sera pas forcément, on verra bien ce qu'il en sera dans quelques mois, mais qui sera pas forcément l'événement le plus rassembleur pour le peuple français. Votre avis sur la forme également, moi, je pense que toute la difficulté de ces vœux, j'imagine, si on ne les fait pas, on vous taxe de ne les avoir pas faits. Si on les fait, c'est vrai que c'est pas un exercice superbe parce que à la fois parce que sur le contenu, et on en parlera, il n'y a pas grand chose à annoncer. Et puis moi aussi, j'ai regardé, je me suis amusé à regarder les vœux à l'époque de Giscard, à l'époque de voilà, il y a pas grand chose. Et même Anémone avait un petit mot à dire. On s'aperçoit que c'est donc peut-être qu'il faudrait sur le plan de la scénographie, je pense qu'on peut dire ça comme ça, renouveler le truc qui soit peut-être plus sympa, si finalement on ne veut pas dire beaucoup, mais faire en sorte que ce soit moins convenu. Mais je suis pas un spécialiste en matière de communication, je peux pas vous dire, mais c'est un peu mon ressenti sur le format. On attend sans, voilà, c'est comme ça. Sur le fond, maintenant, on a la sensation quand même qu'il était beaucoup dans l'action, ou tout du moins qu'il voulait agir, et c'est un mot qu'il a souvent employé. Enfin, il veut agir, je reviens à ce qui est quand même la grande échéance, ce rendez-vous avec la nation dont personne ne sait ce qu'il est. On apprend au moment où il fait son discours de vœux que le premier conseil des ministres de l'année va être repoussé et qu'il ne se tiendra pas ce mercredi 3 janvier, mais le 10 janvier, sans que des raisons soient données. On a l'impression quand même d'un flou politique. Si je dis ça, c'est parce qu'on a quand même l'impression et la répétition de grandes annonces qui débouchent sur rien. Là, on a le rendez-vous avec la nation en janvier. Le coup d'avant, on avait la grande initiative politique qui s'est terminée par les rencontres de Saint-Denis où au final plus personne n'y va. Avant ça, on avait le Conseil national de la refondation dans lequel il ne se passe quasiment plus rien. Avant ça, on avait la séquence guerre contre le Covid. Avant ça, on avait eu l'itinérance mémorielle juste avant le mouvement des Gilets jaunes. Puis le grand débat avec le pays. Monsieur Macron nous propose à chaque fois de grandes initiatives qui ne sont finalement suivies d'aucun fait. Et vous dites, Monsieur Macron donne l'impression de vouloir agir. Oui, mais en fait, il répète toujours les mêmes stratégies politiques, c'est-à-dire il feint de faire preuve de volontarisme, et au final, tout ça ne débouche sur pas grand-chose, sinon quelques artefacts de communication. François Coq qui vient de nous donner son avis. Monsieur Fougera. Moi, j'ai vu du positif, j'ai vu du plus négatif, j'ai vu du neutre, j'ai eu des interrogations en écoutant et en voyant ces vœux. Le positif, par exemple, c'est qu'il a rappelé que la démocratie fonctionnait, parce que quand même beaucoup de gens aujourd'hui s'emploient à essayer de nous faire croire que la démocratie ne fonctionne pas. Il a rappelé que le Parlement avait voté de nombreuses lois cette année. Il n'y a pas que le budget qui passe au 49.3 ou la réforme des retraites. J'ai vu sur le site du Sénat qu'il y avait 54 lois qui avaient été votées cette année. Donc oui, le Parlement fonctionne. Certains ont beau vouloir dire le contraire, c'est faux. Sur la partie plus négative, c'est ce qui a été évoqué, c'est le ton martial m'a un peu surpris. Et il revient souvent avec ce ton martial dans ses discours, pas seulement dans ses mots. Et effectivement, le mot réarmement a été utilisé. Réarmement de l'économie. Dès le premier usage, il m'a surpris, mais alors la répétition a été encore plus étonnante. Dans mes interrogations, je me demandais s'il s'adressait vraiment à tous les Français ou s'il a choisi une cible de Français. J'ai trouvé que même s'il parlait d'une façon assez simple, il y avait une forme de discours qui était quand même assez élitiste. Et je me suis posé cette question, est-ce qu'il fait le choix de ne s'adresser qu'à une partie de la nation et pas à toutes? Ça, c'est mon interprétation, j'en ai pas la moindre idée.
J'ai noté une phrase extrêmement ambitieuse que je ne lui aurais pas recommandée si j'étais son communicant, et qui est de dire qu'en 2027, nous aurons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard. Ça, je pense qu'il sera très facile de lui montrer que nous serons en retard sur plein de sujets en 2027. Alors peut-être que c'était une petite pique satisfaction personnelle pour, quand il est arrivé, voilà, pour ses mandat, prédécesseurs, en fait. mais je ne trouve ni ça très maladroit, en fait. très fort, plutôt maladroit. Mais bon, peut-être a-t-il pris son pied en disant cela. En revanche, puisqu'on le critique, hein, c'est la première personne à critiquer, et en France, on ne se prive pas de critiquer. Hein, on est dans une république qui souffre de ne pas avoir beaucoup de républicains, mais plutôt des partisans qui sont en campagne électorale permanente et qui critiquent toute la journée. Mais il a fait une annonce sur la réouverture de Notre-Dame, et qui ne s'est pas moqué de lui, qui n'a pas dit que ce serait intenable, qui n'a pas dit que ce serait infaisable. Voilà, au moins Notre-Dame, c'est une chose qui va être faite. Alors maintenant, on va nous expliquer que c'est pas l'essentiel, que c'est pas important, mais ce seront certainement les mêmes qui expliquaient que c'était infaisable, intenable, et qu'on n'était pas capable de prendre ce type d'engagement et de le tenir. Il y a au moins un engagement qui va être tenu, ça va être la réouverture de Notre-Dame cette année. C'est déjà un bon point, quoi. Maître Beaujour, votre avis également, premier avis sur le fond. Je pense que c'est vrai que on a dit que c'était un exercice difficile. Là où nos concitoyens, et si on peut changer quelque chose à cet exercice, c'est que l'exercice conduise à des résultats. Et nos concitoyens sont beaucoup dans l'attente de résultats, puisque tout le monde a en tête aujourd'hui, nous sommes en 2024, l'échéance de 2027, tout le monde a en tête cette échéance. Si ceux qu'on dit être les partis républicains veulent aborder dans de bonnes conditions cette échéance de 2027, alors il va falloir avoir des résultats de manière concrète pour les Français. Vous voyez, par exemple, ce matin, j'entendais que l'indice de la construction a chuté, parce que nos concitoyens, il y a un vrai problème de logement. On nous attend sur des sujets très concrets. On nous attend sur des sujets, l'emploi. Alors, c'est vrai que la politique économique a produit un certain nombre de résultats positifs, mais il va falloir véritablement concrétiser les choses. En tout cas, il va falloir être au rendez-vous sur l'ensemble du septennat. Moi, je pense que, là encore, les gens, voilà, le quotidien, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon assiette, comment est-ce que j'assure l'éducation de mes enfants, comment est-ce que je me soigne, comment répondre à des sujets concrets tels que, je pense, parce qu'on est très Paris-centré, les déserts médicaux, comment est-ce qu'on répond à ces sujets. C'est cela c'est un peu tout cela qui va être au rendez-vous. Et vous voyez, par exemple, sur la loi sur l'immigration qui a été prise, c'est très bien d'avoir pris un certain nombre de mesures qui symboliquement vont avoir de l'effet, mais la question, par exemple, de l'immigration clandestine et ses conséquences sont un sujet d'importance dans les régions d'outre-mer, notamment en Guyane, notamment à Mayotte, où ça pose de vrais sujets. Toujours là-bas, il y a la question de l'eau. Qui n'est pas résolue. Nous parlons, et ça, nos concitoyens nous attendent vraiment au résultat. Rappelez-vous que les départements des Antilles ont voté à 70% pour Marine Le Pen, parce que précisément, ils n'ont pas que les gens soient Rassemblement National. À 70% au deuxième tour pour Marine Le Pen, contre un peu plus de 30% au président. Enfin, c'était pas exactement 70, mais c'était quelque chose comme cela. Parce que précisément, sur des sujets, c'était un cri de révolte. En disant, nous, on s'en fiche des discours. On a besoin simplement un peu d'eau pour se laver, pour boire, pour vivre normalement. Mais d'ailleurs, il a un peu visé le Rassemblement, il a visé le Rassemblement National pendant son discours hier soir. Oui, mais il suffit pas de viser. Les gens, nos concitoyens, quand vous n'avez pas d'eau et qu'on vous dit que vous allez vous laver ou vous allez boire une fois tous les 3 jours, je vous parle de choses qui arrivent dans les départements français. Quand on vous dit que les maternités vont pas pouvoir fonctionner, c'était le cas à Mayotte, normalement parce qu'il n'y a pas assez d'eau, et qu'on vous dit, on va vous livrer des bouteilles d'eau. Mais vous imaginez qu'on livre des bouteilles d'eau dans un grand pays industriel? Quel est votre regret, Jean-Claude Beaujour? Vous auriez aimé qu'hier soir, le président Macron soit un peu plus en contact avec la réalité des Français? Sur un certain nombre de choses, parce que réarmer, et je comprends bien qu'un discours comme celui-là, il prend un peu d'auteur. Mais attention, on disait quelle catégorie de Français? Nos compatriotes, puisqu'il a visé le Rassemblement National, nos compatriotes nous attendent véritablement sur leur quotidien. Et quand on réindustrialise, et je suis pour la réindustrialisation, vous savez, ça veut rien dire à quelqu'un qui n'a pas d'eau dans sa salle de bain ou dans sa cuisine.
Ça veut rien dire. Moi, je ne suis pas sûr que le président de la République ait pris de la hauteur et qu'il ait même essayé de prendre la hauteur. Ce que devrait être pourtant l'objet des vœux, c'est-à-dire s'adresser, ça a été dit tout à l'heure, à tous les Français. Or là, c'est pas ça ce qu'a fait monsieur Macron. Il s'est adressé à un segment électoral. Il a volontairement cliver la scène politique en faisant ce que moi j'appelle la stratégie du socle, c'est-à-dire essayer de renforcer son socle électoral en admettant aujourd'hui un principe qui est que la démocratie fonctionne à l'ère de la démocratie minoritaire. Sauf que cette démocratie minoritaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, monsieur Macron ne dispose pas d'une majorité relative. Il gouverne de manière minoritaire. Eh bien, cette séquence de démocratie minoritaire ne peut pas être pérenne dans le temps. Et pourtant, monsieur Macron s'y enfonce toujours un peu plus. Si je dis ça, c'est que, par exemple, sur la question européenne, il a posé les choses en termes très binaires, soit continuer l'Europe, ou la bloquer. En faisant ça, vous avez raison, il installe une dichotomie de l'espace avec le Rassemblement national, notamment sur ces questions-là. Mais est-ce que la scène politique a besoin de débats aussi manichéens aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui être critique sur la question européenne ? Est-ce qu'on ne peut pas critiquer le fait qu'à ce 1er janvier, l'espace Schengen va être élargi à la Roumanie et à la Bulgarie ? Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a un problème parce que ce n'est pas élargi au niveau terrestre, mais c'est élargi uniquement au niveau maritime et aérien. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en débat la question du processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie qui a été imposée par Madame von der Leyen. Donc toutes ces questions-là, monsieur Macron les passe sous le tapis et finalement présente les choses de manière très binaire et ça n'aide pas au débat public, ça vise juste à rassembler son électorat à quelques mois d'élections européennes d'une grande importance. Mais est-ce que ce que vous dites, François Coq, rentre dans l'exercice de vœux présidentiels pour le Nouvel An ? On en reparle dans quelques instants avec mes invités. François Coq, vous venez d'entendre, enseignant, essayiste, analyste politique et ex-porte-parole d'Arnaud Montebourg. À ses côtés, nous avons aussi Frédéric Fougera, président de Tenkan. Je ne peux pas y arriver, Paris, une belle agence de communication, entre autres. Et maître Jean-Claude de Beaujour, président du Forum Transatlantique. À tout de suite. Et vous pouvez réagir sur la page Facebook de Sud Radio si vous aussi vous voulez participer à ce débat. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Laurence Perrault. Et on continue notre débat aujourd'hui, mettez-vous d'accord jusqu'à midi. Et vous savez qu'à partir de midi, nous aurons le plaisir de recevoir Maud Ankawa pour un peu de douceur, de sérénité, pour savoir faire attention à soi-même, ne plus être mené par son ego. Ça va être un gros et beau rendez-vous avec Maud Ankawa, auteur de Respire, Plus jamais sans moi et le célèbre Kilomètre Zéro aux éditions Erol. Alors, je suis avec Jean-Claude Beaujour, avocat président du Forum Transatlantique, et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, cette belle agence de communication. Je l'ai bien dit là, Frédéric, hein ? Parfaitement. Ouais, je fais des progrès. Et cofondateur de l'agence Cogitor et auteur de La Com et un métier. Et bien sûr, François Coq, qui est enseignant, essayiste, et également analyste politique. Et on revient sur ce discours présidentiel du 31 décembre. Donc, c'était hier soir. On a commencé à évoquer quelques sujets, quelques-uns des sujets. Je voudrais que vous réagissiez aussi sur la façon dont il a repositionné aussi l'Europe, réaffirmer comme ça cette souveraineté. Il a vraiment revendu la souveraineté européenne. Voilà, la souveraineté européenne. Oui. Monsieur Macron avait présenté ça pendant sa campagne de 2017, et ça a été le premier point saillant qu'il a fait sortir dès la fin de l'été et le début de l'automne 2017, donc lors de son premier quinquennat, en affirmant l'idée d'une souveraineté européenne. Sans demander d'ailleurs sur cette question leur avis aux Français, hein, parce que quand on leur a demandé leur avis aux Français sur la question de la souveraineté européenne à l'occasion du référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Cette idée de souveraineté européenne leur a été imposée par la force avec le traité de Lisbonne, avec l'accord entre à l'époque l'UMP et le Parti socialiste. Mais les Français ne sont a priori pas d'accord sur cette question. Et pour autant, monsieur Macron veut aller à marche forcée non seulement vers l'Union européenne, mais vers une souveraineté européenne qui serait donc une supra-souveraineté. Une souveraineté qui s'imposerait à toutes les autres. Il y a une forme là-dedans de dilution de ce qu'est la nation en tant que corps politique. Cette question-là mériterait, elle aussi, un débat, et non pas dire, comme le présente M. Macron, et comme il l'a présenté encore hier soir, la souveraineté européenne, c'est l'avenir et c'est le bien, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça seraient d'affreux réactionnaires. Je crois que, ça encore, cette manière de mener le débat public n'est pas porteuse et n'aide pas à l'élévation des consciences. Frédéric Fougera ? Moi, ce que j'aimerais sur l'Europe, c'est qu'on ne prenne pas l'Europe pour la poubelle de toutes nos frustrations, et que les responsables politiques expliquent, travaillent à ce que est l'Europe, à ce que doit être l'Europe, plutôt que de toujours l'utiliser pour venir dénoncer tout ce qui ne va pas, que ça relève d'ailleurs de compétences européennes ou que ça ne relève pas de compétences européennes.
Peut-être faut-il se rappeler, dans ces temps de guerre, le président de la République en a cité le Proche-Orient, a cité l'Ukraine et la Russie. Il a par exemple oublié le Rwanda et la RDC. Il y a quand même beaucoup de terrains de conflits dans le monde qui sont très violents, où la barbarie s'exerce. L'Europe, ça a été d'abord créé pour créer la paix. Et on vit dans un monde dans une Europe de paix depuis que l'Europe s'organise. Alors l'Europe, elle n'est pas parfaite, évidemment. Évidemment, malheureusement, mais c'est quand même la première intention. C'est celle-ci. Maintenant, construire l'Europe, oui, ça doit être une Europe de citoyens, et une Europe de citoyens et une Europe de nations. Il y a beaucoup à construire, il y a beaucoup à débattre, mais il faudrait le faire honnêtement, il faudrait le faire sereinement, et pas seulement utiliser l'Europe pour cracher tout ce qu'on veut cracher sur la politique des uns ou des autres, parce que à entendre certains, rien de ce que serait l'Europe ne serait bon depuis toujours, alors qu'on a eu plein d'alternatives politiques. Voilà. Moi, j'aimerais et je suis pas certain que l'élection européenne va y aider, parce que l'élection européenne, ça va être en partie un référendum pour ou contre Macron, pour ou contre le Rassemblement national, pour ou contre LFI et ses débordements. J'ai bien peur qu'on parle pas beaucoup d'Europe. Alors, beaucoup de réactions sur Facebook, malgré certains qui pensent qu'on va pas les citer, mais beaucoup de réactions contre l'Europe, quoi qu'il en soit, et c'est peut-être assez représentatif d'une partie de la population qui a du mal à comprendre, en fait. Mais ce qui est intéressant je respecte parfaitement ces personnes qui peuvent dire qu'elles sont contre, mais elles sont contre quoi, en réalité? En fait, on ne sait pas de quoi on parle. C'est ça la difficulté. C'est quoi le problème? C'est parce qu'il n'y a plus de frontières entre les pays? C'est quoi le problème? C'est parce qu'on peut aller librement d'un pays à l'autre, nous Européens? Est-ce que les gens sont contre ça? Ils préfèrent faire la queue à une frontière? Non, on est contre quoi en réalité? Mais peut-être qu'ils sont contre le fait de ne pas pouvoir souverainement reprendre les décisions qui s'imposeraient sur des questions industrielles, économiques, sur la question énergétique, et que Monsieur Macron est un élève zélé de la présidence de l'Union européenne, et qui, avant de prendre toute décision, veut que celle-ci soit avalisée par tous. Il y a d'autres pays qui choisissent de reprendre le contrôle. C'est l'expression de M. Macron, reprendre le contrôle. Moi, je trouve qu'il a posé un bon diagnostic. Il a dit reprendre le contrôle. Il a dit réarmement. Autant de mots qui sont dans le débat public pour essayer de les récupérer dans son escarcelle. Sauf que au final, il nous fait pas la démonstration que c'est le cas. Reprendre le contrôle. Regardez les Espagnols sur la question énergétique. Ils n'ont pas attendu 1 an et demi avant de faire le premier pas. Ils n'ont pas attendu l'aval de Bruxelles. François Coq, ne reprenez pas la parole tout de suite. Je vous taquine. Je voudrais aussi avoir votre réaction, Maître Beaujour. Je vais réagir par rapport à ce que vous venez de dire, en indiquant que beaucoup de gens sont contre l'Europe. En tout cas, par rapport au discours, au début, c'est sur le discours du président Macron sur la souveraineté européenne. Et en fait, on se rend bien compte, y compris en nous entendant autour sur ce plateau, que le vrai sujet est de savoir quelle est la part qui doit être laissée au national et la part qui doit être gérée au plan européen. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi se rendre à l'évidence. Au moment où l'Europe a été construite, il y a plus de 60 ans, le monde n'était pas le même. Aujourd'hui, le monde a changé. On le voit, la France, si on avait une France exclusivement française, c'est 75 millions d'habitants, certes avec un produit intérieur brut qui la place à la 5e ou 6e puissance mondiale, mais face à une Chine qui vaut 1,5 milliard, face à une Inde, face à un Brésil, etc. Donc on se rend bien compte que le plan européen peut aussi être un moyen de réponse. Pour autant, nous avons le droit d'avoir une souveraineté nationale sur un certain nombre de sujets. Deuxièmement, on a bien vu que aujourd'hui, et on ne changera pas le monde, face à la crise du Covid, on a bien vu que la réponse européenne pouvait être un embryon de réponse en prenant acte de nos lacunes nationales. Donc je pense que le vrai sujet, le vrai débat est de savoir ce qui doit être géré au plan, même si le droit et nos textes le prévoient, mais de manière concrète, ce qui doit être repris au plan national, ce qui doit être impérativement géré au plan européen. Le troisième élément, Eric, François a effectivement dit l'Espagne, ça s'est fait le 1er janvier, l'Espagne a décidé de reprendre sa souveraineté sur le plan énergétique, etc. Justement, je crois que ce qu'il faut éviter pour l'avenir, et ça mérite débat,
qu'à l'occasion de chaque crise, chaque pays ne décide pas de son côté, dans son coin, je vais faire ainsi ou ainsi, parce que simplement il irait de son intérêt propre à un moment donné. Je pense que ça mérite aussi réflexion, sinon on ne construit pas un ensemble européen. On construit quelque chose où on dit être ensemble, et chaque fois qu'il y a un problème, chacun reprend ses billes. Pour moi, ça n'est pas ça une Europe stable. Ça serait effectivement une réflexion autour de ce qui est essentiel, ce qu'on peut faire ensemble. Effectivement, Madame Merkel, et un certain nombre l'ont dénoncé, a eu une politique énergétique très favorable à l'Allemagne, et on s'est rendu compte à l'occasion de la guerre entre l'Ukraine et la Russie que bon, elle s'était un peu plantée, et là on a découvert, oui, sur la question nucléaire, le sujet se pose. Donc, vous voyez, ce sont autant de sujets sur lesquels il me semble qu'il faut faire débat sereinement et ne pas dire simplement on est pour ou on est contre, parce que l'Europe fait aussi les choses. Je pense notamment à l'aménagement du territoire, un certain nombre d'investissements qui sont faits un peu partout dans certaines régions avec l'aide de l'Union européenne. Alors on est pour, on est contre, je ne sais pas, mais en tout cas on a fait un petit tour d'horizon de vos réactions par rapport au discours du président Macron hier soir pour le passage à la nouvelle année. Juste, on va changer de sujet parce que vous savez qu'il y en a d'autres qui sont prévus. Merci beaucoup déjà de cette franchise que vous avez à chaque fois sur l'antenne de Sud Radio. On parle vrai et vous pouvez bien sûr réagir aussi sur la page Facebook. Maintenant, je voudrais qu'on attaque un autre sujet qui me tient un peu à cœur, puisque vous me retrouvez avec Jean-Luc Moreau tous les samedis à partir de 11h. On parle auto sur Sud Radio. On va parler de l'automobile et tout ce qui est mobilité en général, avec un premier sujet que j'aimerais évoquer avec vous, le permis de conduire à 17 ans. Vous en pensez quoi? Qui veut commencer? Monsieur de la communication, Monsieur Frédéric Fougera. Pas spécialement d'avis sur ce sujet. On voit que dans certains pays, on peut conduire encore plus tôt. On voit que la conduite accompagnée permet aussi de l'apprentissage plus tôt. Effectivement, pourquoi pas, c'est une possibilité intéressante. Mais franchement, vous avez des enfants ? Pas d'avis particulier sur ce sujet. Mais si ça permet à l'apprentissage et à une meilleure façon de conduire, parce qu'on y est sensibilisé au plus tôt et qu'on permet cet apprentissage plus tôt, pourquoi pas, effectivement. Monsieur François Coq ? J'ai pas la sensation que c'était une priorité. Voilà. Je suis pas foncièrement contre, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire, qu'il fallait renforcer l'accompagnement, effectivement, notamment dans l'apprentissage, et puis revoir aussi la manière dont aujourd'hui on passe le permis de conduire. Je pense que ce qui préoccupe plus les jeunes aujourd'hui, c'est cette difficulté à pouvoir passer le permis de conduire sans se faire les poches, parce qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup ça qui se passe par différentes écoles de conduite. Je crois que ça c'est un problème plus important que le fait d'avancer. Vous êtes un peu dur de dire qu'elles font les poches, les écoles de conduite, c'est un métier quand même. C'est un métier, il y a des gens qui ont un salaire. Mais la libéralisation de ce métier a créé des débordements absolument calamiteux. Dans ce sens-là, oui. Mais les vraies bonnes auto-écoles ne font pas les poches. Elles ont mais ce qu'on voit à l'œuvre depuis quelques années, malheureusement, donc vous remettez plus en question. Ce ne sont plus exclusivement les vraies bonnes auto-écoles que vous évoquez et sur lesquelles je pourrais vous rejoindre. Là, c'est donc, je comprends mieux votre position, Maître Beaujour. Alors, je vais taquiner un peu l'enseignant. L'enseignant, pour ceux qui nous rejoignent, c'est François Coq. Je vais taquiner François Coq. François-Éric Michel. La question posée, c'était est-ce qu'effectivement c'était une bonne chose 17 ou 18 ans en réalité, et non pas est-ce que c'était l'affaire du moment ou pas, parce que tout gouvernement fait de la politique. Monsieur Montebourg faisait aussi de la politique quand il était au gouvernement. Donc on saisit toujours une opportunité politique. Plus sérieusement, ça c'était pour une taquinerie quand même. On est le 1er janvier. Plus sérieusement, non, le fond de votre question, c'est est-ce que est-ce qu'on peut juridiquement, est-ce qu'en termes de sécurité, ça pose un problème que l'on ait le permis de conduire à 17 plutôt qu'à 18? J'imagine que c'est une grosse partie du débat. Ils l'ont géré ça, parce que c'est le conducteur qui est responsable même à 17 ans. Oui, ça c'est fait. Est-ce que finalement c'est une bonne chose? Moi, je trouve qu'il y avait une incongruité, c'est qu'on peut avoir son brevet de pilote d'avion à 17 ans, et même un peu avant pour le brevet de base, mais 17 ans, alors qu'on ne pouvait pas apprendre à conduire, en tout cas on ne pouvait pas avoir son permis avant 18 ans. Donc ça ne me paraît pas choquant. En revanche, le vrai sujet, c'est la question de la sécurité sur la route, parce qu'au-delà de la responsabilité civile, c'est la question de la discipline, de la sécurité sur la route, et cela, c'est vraiment une question
culturel. Je regardais hier les contrôles en matière d'alcotest, par exemple. C'est accepté qu'il soit pratiqué. Certains reportages disaient que c'était bien pratiqué. Et vous avez des pays, je ne les citerai pas, où effectivement vous ne conduisez pas en état quand on a consommé de l'alcool. Je peux vous dire que c'est respecté. Donc derrière la question des 17 ans, pour moi, il y a une culture de la sécurité routière qu'il nous faut renforcer. Je tairai le nom de ce pays, mais j'étais récemment dans un pays où il est interdit de conduire en ayant pris de l'alcool, et un diplomate me disait non, j'ai laissé ma voiture, donc qui aurait pu bénéficier des fameuses immunités. Il me dit non, j'ai laissé ma voiture parce que je ne veux pas risquer de problème, parce qu'on va prendre un verre de bière à la fin du spectacle. Maître Beaujour, d'autant plus que chez les 18-24 ans, c'est l'alcoolémie au volant qui est la plus forte cause de mortalité pour les 18-24 ans. Nous avons une forme d'agressivité, il faut continuer en oubliant, et je ne veux pas passer sous silence le fait qu'on a fait énormément de progrès, parce que tout n'est pas, on n'est pas tout dans l'ultra-drame. On a fait énormément de progrès au cours des 30-40 dernières années en termes de sécurité routière, mais il faut encore renforcer notre réflexe et notre culture de sécurité au travail. Pour moi, c'est cela qui est le plus important. Derrière le permis 17 ou 18 ans. Et puis on verra. Et la mobilité, évidemment, la mobilité pour les jeunes, parce que là encore, nous oublions que nous parlons souvent en urbain, et que dans les zones rurales, on a besoin de la voiture pour pouvoir se déplacer. Exactement. On en reparlera tout au long de l'année sur les antennes de Sud Radio, puisqu'on verra un peu les premières conséquences, ou du moins les premiers bouleversements, oui ou non, d'avoir le permis à 17 ans. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec nos trois débatteurs. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est bien. C'est ça le débat, c'est ça la vie. Jean-Claude Beaujour, qui est avocat et président du Forum Transatlantique, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, et François Cac, enseignant et essayiste. Prochain sujet, allez, on va parler de France Travail et de la soi-disant réforme du RSA, qui a repris un petit coup dans l'aile, là, circulé un peu quand même. On en parle avec vous en détail. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Laurence Perrault. Et pour notre dernier quart d'heure, mettez-vous d'accord, vous êtes toujours les bienvenus sur Facebook pour réagir à ce qui se passe sur l'antenne de Sud Radio. On parle vrai, et on parle vrai avec Jean-Claude Beaujour, avocat président du Forum Transatlantique, François Cac, enseignant, essayiste et analyste politique et ex-porte-parole de campagne d'Arnaud Montebourg, et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, grosse agence de communication. Alors, on va parler, puisque c'est un des sujets que j'avais envie de vous proposer, depuis minuit, Pôle emploi est devenu France Travail. Est-ce que ça va encore changer beaucoup de choses dans les 2-3 semaines qui arrivent? Je ne suis pas sûre. Mais il y avait une réforme du RSA qui était annoncée, avec normalement une obligation de faire 15 heures d'activité, pas mal de choses. Que pensez-vous déjà de la réforme du RSA dans le cadre de France Travail? Monsieur Fougera. Est-ce que, Laurence, on peut commencer par déjà le point France Travail par rapport à Pôle emploi, parce qu'on change de nom, on change de gouvernance, on change de logo. Pourquoi pas, très bien, mais en réalité, pourquoi faire? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que ce système va être plus efficace? Moi, je l'espère. Mais est-ce qu'on va, par exemple, commencer par évaluer l'expérience utilisateur? Parce qu'aujourd'hui, quand on est à Pôle emploi, enfin hier, quand on était à Pôle emploi, jamais on vous demandait si vous étiez satisfait, si le travail effectué correspondait à vos besoins. Ils le font maintenant. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été inscrit chez Pôle emploi. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Ils le font. Mon expérience, c'est de... Mon expérience, c'est de pouvoir recevoir ou de vous dire que... Alors, je m'en mêle les pinceaux, je suis désolé. Non, c'est moi qui vous ai coupé la parole, pardon. Non, mais j'ai des exemples malheureusement très récents. Alors, ça ne fait pas tout Pôle emploi, mais ça fait quand même l'expérience des demandeurs. Vous allez sur le site Pôle emploi, il ne fonctionne pas. Vous avez, avec beaucoup de peine, un échange avec des gens de chez Pôle emploi, et la seule réponse qu'on vous fait, c'est « Ah bah si, normalement ça doit fonctionner » ou « Ah, bah on vient de le changer, donc on comprend pas, donc vous n'avez pas d'aide ». On vous demande de justifier de documents que vous avez déjà fournis, on vous les refuse et on ne vous explique pas pourquoi. Vous pouvez en 4 mois avoir 5 conseillers différents et courir en permanence après, et vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes vraiment pas toujours accompagné. Alors, il y a forcément des gens très bien, il y a forcément des Pôles emploi qui doivent mieux fonctionner d'autres, mais franchement, l'expérience utilisateur chez Pôle emploi, elle est quand même assez catastrophique, et elle est surtout... massive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune attention particulière à chaque personne. Une personne qui arrive à avoir son conseiller, on lui répond « Ah ben non, je peux pas vous répondre parce que moi je suis 800 personnes en même temps, donc je peux pas vous répondre. » Ok, donc alors vous servez à quoi? Bon, alors changer
Pôle emploi en France Travail, super, changer de logo, changer de nom, changer de gouvernance, mais alors, espérons que ce soit pour du mieux, parce que franchement, c'est pas terrible aujourd'hui. Alors, je ne partage pas la même expérience que vous, et je vais juste donner ma propre expérience, puisque je suis inscrite depuis pas si longtemps, parce que voilà, je fais partie des gens après 50 ans qui ont été remerciés, pas à Sud Radio heureusement, mais dans une autre vie professionnelle, et pour moi c'est parfait. Voilà, je fais partie des gens qui peuvent dire que voilà, le site est parfait, les rapports avec les conseillers sont parfaits. Alors peut-être parce que j'ai plus de 50 ans, peut-être qu'ils font plus attention aux anciens, je sais pas. François. Non, mais je crois que là, c'est une bonne question qui est posée, c'est-à-dire pourquoi basculer de Pôle emploi à France Travail, et quel est le bilan qui en a été tiré, et ça ramène à la question du RSA. Quel est l'objet de cette réforme? On pourrait penser qu'une réforme du RSA à l'occasion du basculement de Pôle emploi vers France Travail viserait à un meilleur accompagnement des demandeurs. Aujourd'hui, dans les mesures qui sont préconisées, c'est pas ça qui ressort. Très honnêtement, c'est pas ça qui ressort. On a plus l'impression que il y a une chasse pour aller essayer de récupérer un certain nombre d'allocations pour ne pas les distribuer, qu'un meilleur accompagnement. L'une des carences de Pôle emploi, et vous l'avez évoqué, c'était le trop grand nombre, pléthorique, de demandeurs que devait suivre un conseiller, qui créait dans bien des cas des difficultés, et tant mieux. Et il y a effectivement ces gens-là faisaient aussi bien leur travail, mais ils faisaient bien leur travail à la mesure de leur possibilité. Voilà. Et est-ce que cette question-là est résolue par le basculement de Pôle emploi à France Travail? Ça n'a pas été explicité. C'est pas explicité dans la loi. Et je le dis, ça se répercute immédiatement sur la question derrière du RSA, dont on ne voit pas bien ce que les allocataires et les bénéficiaires pourraient gagner dans l'accompagnement. Maître. Moi, de ce que je vois et ce que j'attends en tant que à la fois utilisateurs, parce que dans nos cabinets, nous utilisons les services des différents organismes sociaux, c'est que finalement, en France, le rapport au travail, que ce soit l'occasion de modifier la réflexion sur, le rapport au travail, sur ce qu'attendent les employeurs. Je dis pas ce qu'ils attendent l'employeur en tant que tel, mais en termes de compétences, quels sont les nouveaux débouchés, parce que pour bien accompagner, il faut aussi bien connaître le tissu économique, il faut connaître le tissu du monde du travail. Et toute la difficulté, et j'espère que dans cette réforme, je ne peux que l'espérer parce que j'attends aussi pour voir, toute la difficulté, c'est d'avoir, pour pouvoir bien accompagner, des conseillers qui comprennent bien l'offre et aussi les tendances, de manière à pouvoir guider, voilà, de manière à accompagner de manière optimalement des personnes qui sont en recherche d'emploi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être, et j'espère, là aussi, ça serait peut-être une piste, c'est que Pôle emploi travaille plus en corrélation avec les services RH, que ce soit de l'administration publique, mais aussi de l'entreprise, des entreprises privées, pour mieux comprendre ce qui est attendu, les formations anticipées, parce que parfois on propose des formations qui ne sont pas nécessairement adaptées au marché de la demande. Donc vous voyez, ce sont des poches comme cela, parce que nous, au fond, on dénonce toujours le fait qu'on a des milliers d'emplois disponibles en France. On a aussi des chômeurs qui ne trouvent pas à travailler. Comment mettre en connexion tout cela? Comment faire la corrélation entre l'offre et la demande? C'est la grosse difficulté. Et là, c'est un peu le vide. Donc j'espère que les conseillers seront eux-mêmes formés à mieux accompagner les demandeurs d'emploi. J'ai un petit élément de réponse suite à ce qu'a dit François, mais juste pour répondre à Jean-Claude sur les propositions d'offres que pouvait faire Pôle emploi. Donc encore contre-exemple à votre expérience, Laurence, mais un cadre sup, membre d'un comité exécutif d'un groupe coté en bourse qui se retrouve au chômage, on peut lui proposer une formation pour être personnel des tâches dans la restauration. Ça, je l'ai vécu aussi. Donc, voilà. Non, là, pour le coup, je vous rejoins. Voilà l'exemple. Alors, qui est un chouette métier aussi, hein, mais évidemment, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup d'énergie perdue dans ce genre d'échange. Je ne serais pas capable d'être aide charcutier parce que je me couperais certainement le doigt au premier essai. Donc, si vous voulez, il faut à un moment donné gagner du temps. Il faut donc véritablement que les conseillers, qu'il y ait une osmose entre le monde économique, et c'est peut-être un sujet qui a été débattu il y a un certain temps, mais je pense que ça traduit aussi la culture française où le rapport à l'entreprise est un rapport en
encore très brimé, très compliqué, très... voyez, on se regarde en chien de faïence. Il faut des emplois, mais on n'aime pas toujours l'entreprise. Il y a le gros... Et vous voyez, c'est tout cela qu'il y a derrière. Il faut des emplois, mais le chef d'entreprise, et je rappelle que 85% de notre tissu économique en France, c'est un tissu de PME. On le rappelle, mais on fait haro sur les grandes entreprises, et donc le rapport à l'entreprise est un rapport compliqué. Donc notre société est mal à l'aise avec ça, y compris ceux qui sont chargés d'accompagner, d'occuper la transition économique. Donc ça se fait pas forcément très bien. Maître Beaujour qui vient de s'exprimer sur l'antenne de Sud Radio. Je voudrais qu'on revienne toujours. J'ai bien compris que pour vous, vous êtes en attente de voir si ce changement de nom, qui coûte des sous, ça réagit sur Facebook en disant beaucoup de budget pour peut-être rien, mais on verra à suivre. Mais je voudrais qu'on parle de cette réforme du RSA. Laurent, si vous me permettez une seconde, pour le point qu'a soulevé François, sur le nombre justement de conseillers qu'il faut recruter pour qu'ils disposent de portefeuilles moins importants. Dans les 18 départements où déjà ce mode de RSA est testé, l'État a versé 21 millions d'euros pour recruter. On a les mêmes chiffres. Mais aussi, l'État maintenant demande dans cette nouvelle organisation que l'ensemble des gens qui s'inscrivent au RSA, qui vont demander le RSA, doivent maintenant s'inscrire à feu Pôle emploi. Ils sont inscrits automatiquement même. Voilà. Donc ça va aussi, ça concerne 2 millions de personnes, je crois qu'il y en a que 20 ou 40% qui sont inscrits, donc ça veut dire aussi beaucoup plus de gens qui vont être inscrits à France Travail. Donc je ne sais pas si les effectifs vont suivre de façon proportionnelle ou si finalement chacun va se retrouver avec un portefeuille a priori, suivre énorme. L'expérimentation, c'est 15 000 personnes là, sur les 18 départements, je vois qu'on a les mêmes sources. Et ça va être, a priori, les premiers retours sont encourageants, nous dit-on. Bon, après, on peut nous dire ce qu'on veut. Et après, il y aura une enveloppe de 170 millions qui est prévue pour une deuxième vague d'essais dans d'autres départements. Mais vous, que pensez-vous surtout du fait que donc ça va être reporté en 2025, ça devait être là, au 1er janvier 2024, c'est reporté d'1 an, que si on veut toucher le RSA, pour ceux qui ont, c'est quand même pas énorme le RSA, on va pas non plus exagérer, c'est vraiment, vivre avec le RSA c'est compliqué, c'est pas simple, mais il va falloir en plus travailler 15 heures. Que pensez-vous de cette réforme-là? Parce qu'elle est là aussi la réforme. Vous ne toucherez le RSA que si vous acceptez de travailler 15 heures, et si vous ne touchez pas, vous n'avez plus de RSA. Et si vous ne travaillez pas, pardon. Là, on plonge dans ce qui sont les points vraiment de principe de la réforme. D'abord, sur la forme, vous avez raison de dire que c'est reporté à 2025, au mieux au 1er janvier 2025, parce que ce sont des décrets d'application qui n'ont pas encore été publiés, qui devraient être publiés dans les semaines qui viennent, et on nous dit, au mieux, ça sera au 1er janvier 2025. Donc ça veut dire quand même que le gouvernement a l'air bien embêté quand même par cette histoire, et bien sûr qu'en communication, ils nous disent que les premiers retours sont encourageants, mais enfin, c'est bien le moins qu'ils peuvent dire. Sur les deux aspects, moi, que je souhaitais évoquer. Le premier, c'est celui-là. C'est 15 heures qui ont été introduites dans le débat parlementaire. L'activité hebdomadaire, par semaine. Ce sont les républicains qui ont introduit ça. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de dérogations là-dedans, et c'est quand même un peu une usine à gaz. Parce qu'il y a, parmi les demandeurs, beaucoup de raisons qui vont pouvoir et permettre de s'y soustraire. Alors, je vais vous couper parce qu'il nous reste 2 minutes. Je voudrais vraiment avoir votre avis. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que, oui, on touche le RSA, mais c'est une bonne idée de travailler à côté? Mais le problème, c'est que c'est flou, et quand c'est flou, il y a un loup. Est-ce que c'est 15 heures avec des heures de travail effectif, auquel cas ça pose vraiment un problème de principe, ou est-ce que c'est 15 heures sur lesquelles on va faire de la formation, de l'accompagnement, où les allocataires vont être réintroduits dans le milieu de l'entreprise, auquel cas, je pense que ça fait partie des choses et des bonnes idées. Mais tel que c'est présenté, ça peut être les deux à la fois. Et dans ce cas-là, ça laisse des opportunités importantes. Sur 15 secondes, et le sujet est très complexe, je vous dirais simplement que pour moi, ce qui est important, et c'est là où c'est que un homme ou une femme doit pouvoir à un moment donné, ça peut être par la formation, ça peut être par la participation à un certain nombre de manifestations, être en phase, être en mouvement avec le monde réel, le monde du travail. Parce qu'il y a des gens qui sont restés tellement longtemps au chômage qu'ils ont perdu tout mécanisme. Ça, en revanche, il faut essayer de le réintégrer sous un format à peaufiner, parce que le drame, c'est que parfois il y a des gens qui sont quasiment inemployables à l'arrivée. Pour moi, c'est une très bonne idée si ça permet de motiver et d'aider des gens à retrouver l'emploi. C'est une mauvaise idée si c'est uniquement fait pour faire des économies. Et dans tous les cas, ça sera très difficile à mettre en œuvre, parce que obliger les gens à travailler 15 heures, c'est une chose. Par semaine, leur trouver un emploi pendant 15 heures et des entreprises qui les acceptent, ça sera très compliqué. C'est de la naïveté. C'est de la naïveté. Moi, j'emploie pas quelqu'un sur 15 heures. Donc c'est le contact avec le monde du travail.
Merci à tous les trois d'être intervenus Merci sur Sud Radio. C'est passé très vite. Moi, c'était mon premier exercice de type, mais alors dites donc, c'est C'était passionnant sympa, d'être hein. avec vous. Ouais, Ça vous s'est êtes bien passé. passionnant. Donc, on vous recrute pour en deuxième semaine. Allez, très bonne année en tout cas, je commence bien la mienne. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique, à Frédéric Fougera, président du Duncan Paris, agence de communication et cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Et merci à François Coq, enseignant, essayiste, analyste politique et ex-porte-parole de la campagne de Monsieur Arnaud Montebourg. Merci à tous les trois. Merci. Et encore à tous les trois, très belle journée, très bonne année.